1973, Alpine est sacrée championne du monde des rallyes. Pour le premier championnat du monde de rallye, c'est une marque française qui remporte le titre. Une marque née d'une passion pour l'automobile sportive à une époque où l'automobile était encore considérée comme vertueuse pour l'économie et pour la renommée de la France. Bienvenue sur la chaîne Les Clés du Volant. Aujourd'hui, on va tenter de comprendre ensemble comment on est passé de ça à ça. Et surtout, quel avenir a encore cette marque, Alpine donc, et on va se poser la question ensemble de savoir si elle n'est pas tout simplement déjà morte. Esprit Alpine, es-tu là? Si cette marque me tient autant à cœur, ce n'est pas seulement pour ses victoires en rallye, c'est parce que j'ai eu la chance de vivre l'esprit Alpine de l'intérieur. Il y a quelques années, j'ai collaboré avec un grand nom du sport automobile, l'ancien pilote de Formule 1, Eric Comas. C'est plus que rare, c'est unique. En 73, c'est l'année du sacre au championnat du monde. Sur les courses remportées, 3 courses ont eu lieu sur la terre, le Maroc, l'Acropole et le Portugal. Donc la voiture marchait bien sur la terre. Et en 74, l'année suivante, ils ont décidé de faire le Safari, ce qui est la course la plus difficile au monde en rallye. Malheureusement, les voitures n'ont pas terminé. Et depuis 1974, il n'y avait pas eu de berlinette en Afrique. Donc l'année dernière, on a décidé de relever le défi et de préparer 2 berlinettes pour le East African Safari Rally en utilisant les largesses de la réglementation qui nous ont permis de mettre des roues de 15 pouces, de modifier les porte-moyaux de la voiture, de mettre des amortisseurs à gaz, de faire un arceau cage intégral, un pare-buffle à l'avant, une protection en Kevlar. Donc ça, je dirais que c'est la voiture de 73 un petit peu avec les technologies d'aujourd'hui. À l'époque, il avait fondé et il dirigeait le Comas Historic Racing. Son ambition, faire vivre la légende. Eric réunit une douzaine d'Alpines destinées à la location pour des gentleman drivers. Et même au milieu de ce garage de rêve, il y avait un Graal, une Alpine A110 bis, une rareté absolue puisque construite seulement à 13 exemplaires. À cette même période, mon quotidien, c'était une Alpine V6 Turbo. Alors, je sais que certains pensent que c'est pas la plus aimée ni la plus pure de toutes les Alpines. Mais pourtant, c'était une voiture géniale, attachante, efficace sur circuit. Elle demandait juste un œil attentif sur la température d'eau. Mais quel plaisir, vraiment, c'était un plaisir brut, c'était un plaisir de chaque instant et rouler dans cette voiture au quotidien, c'était quand même une sacrée expérience, très loin de ce qu'on peut vivre aujourd'hui avec ces voitures modernes qui, à mon sens, sont devenues quand même un petit peu insipides. C'était un plaisir brut, une connexion entre l'homme et la machine, ce qui définit Alpine finalement pour moi. Alors, quand on a connu cette époque-là, qu'on a senti l'odeur de l'huile et de l'essence de ces modèles historiques, comment regarder l'avenir électrique de la marque sans un pincement au cœur? Surtout quand on connaît un peu l'histoire d'Alpine et celle de son créateur, Jean Rédélé, qui fonda la marque en 1955 avec comme ligne directrice faire des voitures très légères pour qu'elles soient le plus efficaces possible sur une route sinueuse de montagne. Et comme il était concessionnaire Renault, c'est tout naturellement qu'il a utilisé une banque d'organes issue de cette marque. C'est d'ailleurs pour cela que j'ai toujours défini Alpine comme étant des Renault montés à l'envers. Et quand je dis montés à l'envers, c'est presque un hommage à Jean Rédélé. Il n'avait pas les moyens de Ferrari ou de Porsche, alors il a pris ce qu'il avait de plus populaire, de plus simple, la banque d'organes de la régie Renault donc, et il a tout transcendé. Il a pris le moteur d'une 4 chevaux ou d'une R8, l'a placé en porte-à-faux arrière dans un châssis poutre ultra léger, le tout recouvert d'une fine peau de fibre de verre. Et hop, il a créé des dévoreuses de virages. Des voitures qui, sur le papier, ne payaient pas de mine, mais qui devenaient imbattables dès que la route commençait à tortiller. Même le nom Alpine, c'est tout un programme. C'est pas un nom marketing choisi juste pour faire des ventes. C'était le rappel direct de sa victoire à la Coupe des Alpes en 1954. Pour Rédélé, une voiture de sport ne se jugeait pas sur l'autoroute ou sur une ligne droite, mais face au virage.
Le nom Alpine, c'était donc une promesse d'agilité, de légèreté et de plaisir pur. Donc, quand on connaît l'histoire d'Alpine, donc de légèreté obsessionnelle et de victoire en montagne, on peut se poser la question de savoir ce qu'il reste de cet ADN dans le nouveau SUV électrique de plus de 2 tonnes qu'Alpine nous a présenté récemment, à savoir l'A390. Regardez les deux mondes, d'un côté 700 kg de fibres et de performance, de l'autre l'A390, un nom qui évoque plus un vol long courrier d'Airbus, et le poids qui va avec, qu'une spéciale du Monte-Carlo. On nous présente un sport fastback électrique qui accuse quand même plus de 2 tonnes 100 sur la balance. 2 tonnes pour une Alpine. Je pense que Jean Rédélé doit se retourner dans sa tombe. Alors, comment peut-on décemment nous dire que cette voiture est l'héritière de l'A106 ou de la berlinette ? Alpine essaie de nous rassurer avec de la technologie, c'est vrai. Ils ont intégré un système de torque vectoring, une gestion intelligente du couple entre les roues, et 3 moteurs électriques pour simuler cette agilité disparue sous le poids des batteries. Ils nous promettent que, grâce à un centre de gravité placé au ras du sol, on retrouvera l'esprit Alpine. Mais entre nous, ne valait-il pas mieux concentrer son énergie dans la création d'une vraie voiture de sport légère, fût-elle électrique ? Et c'est là que j'en viens à me poser cette question, est-ce qu'Alpine ne serait pas en train de devenir à Renault ce que DS est à Citroën, une simple griffe premium ? Je pense qu'il y a un grand risque. DS a commencé avec la DS3, une voiture qui avait, c'est vrai, une vraie personnalité, avant de se diluer dans une gamme de SUV chromés qui ont fini par oublier l'audace technique de la DS de 1955. Si Alpine devient juste une finition luxueuse pour des SUV Renault rebadgés et plus puissants, alors oui, on pourra dire que la marque est morte. Certains diront que Porsche a réussi avec le Cayenne, certes, mais même aujourd'hui, le géant de Stuttgart vacille quand même pas mal. Les ventes de leurs modèles électriques stagnent, les puristes boudent quand même maintenant un petit peu plus la marque, et l'aura de la marque même s'effrite à force de vouloir être partout. Si Porsche, aujourd'hui, vacille, comment Alpine peut-elle espérer s'en sortir en jouant le même jeu ? Rappelez-vous, en 2017, l'A110 sortait dans un climat d'euphorie, Renault Sport était au sommet, la gamme RS battait tous les records sur Nürburgring et Alpine redevenait le porte-étendard de la passion automobile française. Et tout ça, ça semblait quand même bien prometteur. Bon, à cette époque, dans la gamme, il y avait déjà une première trahison, Gordini. D'ailleurs, petit aparté, quel gâchis. Déterrer le nom d'Amédée Gordini, le sorcier, c'était son surnom, un génie qui transformait des moteurs de série en mécanique de course pour en faire définition cosmétique. Des bandes blanches sur une carrosserie, un pommeau de vitesse bleu et aucune modification moteur. On a réduit un héritage mécanique à un simple pack esthétique. Et avec Alpine, c'est là aussi ma plus grande crainte, que 8 ans plus tard, ce soit le même combat, le même mépris de l'histoire. Quand on ne sait pas quoi faire de son passé, le mieux, c'est encore de le laisser là où il est, intact et glorieux. Déterrer ces noms prestigieux pour les coller sur des SUV électriques de 2 tonnes, c'est prendre le risque de les faire mourir une deuxième fois. C'est leur enlever l'aura qu'il leur restait pour satisfaire quelques directeurs marketing qui se rassureront en se disant, lorsqu'ils constateront l'échec, parce que ce sera un échec, qu'ils sont des incompris. Mais je pense sincèrement que ce sont eux qui n'ont rien compris à l'esprit Alpine. On n'achète pas une légende pour ses écrans tactiles ou ses aides à la conduite, on l'achète pour ce qu'elle nous fait ressentir au bout des doigts et au fond du siège. Et ça, Eric Omas l'avait compris dès 2000, quand il a créé Centime. Ce n'était pas pour vendre des porte-clés ou des abonnements à des bornes de recharge, c'était pour faire vivre la légende par le pilotage, par le biais de la passion, l'ADN de la marque. Lui, il avait compris l'esprit Alpine. Mais, visiblement, chez Renault, il y a ceux qui, lorsqu'ils touchent le fond, décident de continuer à creuser. Et avec l'A290, ils n'ont pas fait semblant de creuser. Je crois qu'ils ont carrément atteint le centre de la Terre. Pour moi, c'est la pire allégorie possible de ce qu'est devenue la marque. Il faut rester lucide. C'est quoi la 290 ? Une Renault 5 électrique avec un kit carrosserie, un bouton boost sur le volant et un tarif qui s'envole. Aucune valeur ajoutée technique majeure, aucune différence concrète autre qu'esthétique,
pour un prix finalement devenu assez premium. C'est le retour, encore une fois, du syndrome Gordini. Mais en pire, parce qu'ici, on essaie de nous faire croire que c'est une forme de révolution. Franchement, il fallait oser transformer une icône de rallye en un accessoire de mode urbain. Et ils n'ont pas hésité. Ils ont pris le nom d'Alpine, ils l'ont passé au mixeur du marketing et nous servent aujourd'hui une soupe tiède et insipide. Alors, l'esprit Alpine est-il encore là ? Si l'esprit, c'est l'agilité, la légèreté et l'indépendance d'un créateur face à des grandes marques, alors non, l'esprit a quitté le navire. Il reste une marque, un logo et des souvenirs. Et de ce point de vue, chez Renault, ils ont perdu la mémoire. Alors, dites-moi dans les commentaires si le pseudo-renouveau d'Alpine vous semble pertinent ou si, comme moi, vous regrettez cette époque où le nom d'Alpine faisait rêver tous les passionnés du sport automobile. Comme d'habitude, je vous lirai avec plaisir. Et comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, pensez à vous abonner, à liker, booster et à partager cette vidéo. C'est évidemment très important pour le référencement de la chaîne, mais aussi, et surtout d'ailleurs, cela me motive à continuer à créer du contenu comme celui-ci. Je vous en remercie par avance. Pour ceux qui sont déjà abonnés et qui me suivent, eh bien, je vous remercie pour votre fidélité. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, les clés du volant. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!